Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, on va analyser ensemble la société américaine Palantir Technologies. C'est une société qui est spécialisée dans le Big Data et la Data Science. Moi, j'ai une connaissance de cette entreprise dès 2017 il me semble, sur les bancs de l'école, puisqu'ils étaient venus faire une présentation. À l'époque, je trouvais ça assez intéressant, mais assez effrayant, puisque c'est une boîte qui fait du big data et qui travaille beaucoup avec les agences de renseignement américaines. Cela étant dit, est-ce que c'est intéressant d'investir sur Palantir Technologies? Donc on voit que le cours de l'action a littéralement flambé depuis janvier 2023, avec plus d'un décuplement si on l'a pris au point bas. Donc est-ce que c'est encore le moment d'investir dans l'action, ou est-ce que les arbres montent jusqu'au ciel? On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On n'a pas d'acquisition, c'est une start-up. On voit qu'on est sur une croissance qui est forte sur 2020 à 46%. Depuis, ça faiblit un peu. La dernière publication a fait état d'une croissance de 16,75%. Donc, est-ce que c'est un ralentissement structurel de la croissance, ou est-ce que c'est plutôt cyclique? Pour l'instant, on empile quand même les années de croissance un peu plus faibles. Donc, moi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas prévoir la croissance des entreprises. Il n'y a pas de théorie qui aide à prévoir ça, mais il faut garder ça en tête aussi, que peut-être que les meilleures années de croissance de Palantir sont derrière elle. La société a été cotée en plus en septembre 2020. Bon, ça a quand même accéléré ensuite après septembre 2020, mais maintenant on est quand même sur une croissance moins élevée. Mais maintenant, il faut faire attention quand même à l'échelle, hein. On est quand même ici à 16,75, donc c'est quand même des bons niveaux de croissance. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut indique qu'on est sur une société monopolistique. Alors, on est sur le logiciel. Dans le logiciel, on est sur le paradigme de winner takes all, c'est-à-dire que l'entreprise qui a réussi à gagner le plus rapidement des parts de marché, consolide de plus en plus vite sa position et donc dépasse les autres très rapidement et arrive à prendre tout le marché. Ça, c'est parce que la pente de la courbe d'expérience de ce marché est beaucoup plus pentue que celle sur d'autres marchés. Donc dans le logiciel, il faut absolument investir massivement au début, recruter beaucoup d'ingénieurs, développer le produit à fond, et puis ensuite on va pouvoir gagner des parts de marché. Donc c'est pas grave si on brûle du cash au début, mais une fois qu'on commence à gagner des parts de marché et que la rentabilité arrive, les free cash flow générés sont de plus en plus énormes, et en plus si on ajoute de la croissance, ça va de plus en plus vite. Donc ça, c'est pour les startups de la tech. On est sur un taux de marge d'EBITDA qui indique qu'on a atteint la profitabilité seulement depuis, donc le zéro il est là, depuis juin 2023, la publication de juin 2023, voire un peu après. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire. On a cramé du cash, beaucoup de cash depuis quelques années, et là on atteint la profitabilité. Et donc ça a commencé à augmenter rapidement, les taux de marge ont rapidement été très élevés. Pour le logiciel, on est souvent sur les taux de marge net à peut-être à 25%, 30%, donc c'est des niveaux énormes. Donc là, pas de souci, on est en train d'atteindre cette zone-là. Donc là, on a les taux de marge typiques d'une entreprise qui a gagné toutes les parts de marché et qui maintenant va tranquillement augmenter ses marges grâce à une génération de résultats opérationnels élevés. On voit que le taux de marge net est plus élevé que le taux de marge d'EBITDA. Donc ça, je spoil un peu, mais c'est parce qu'on a du cash net et que donc on a des revenus d'intérêt, en fait, qui sont supérieurs aux charges d'intérêt. Donc on a un résultat financier qui est plus élevé que le résultat opérationnel. Donc ça c'est excellent. En plus, on a la trésor qui génère des intérêts, donc c'est vraiment le bonus. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? Alors attendez, avant de faire ça, on va regarder un autre détail. C'est quelque chose qui est important de regarder pour les sociétés de la tech, c'est le stock-based compensation. Donc ça, c'est spécifique au secteur de la tech. On paye ses ingénieurs avec des stock options avant la cotation en bourse, ou même après la cotation en bourse, ou on leur donne directement des actions. Donc cette métrique là, ça regroupe le pourcentage de paiement en actions par rapport au chiffre d'affaires. On voit que ici, on s'est trouvé à payer le double du chiffre d'affaires en stock options, et septembre 2020, c'est la cotation de l'entreprise. Donc à ce moment-là, en général, tous les salariés cash out, voire ils sont même obligés de vendre, d'exercer leurs options et de vendre les actions, ça dépend des contrats de stock options. Et par la suite, ce montant du stock-based compensation a diminué, continue à diminuer vers 20%, mais 20% ça reste quand même élevé. Donc on voit que ici cette forte hausse du paiement en actions a impacté la profitabilité.
en tout cas, on va voir par la suite, et on va voir dès maintenant, que les bénéfices nets sont peut-être bas sur la période, mais les free cash flow sont élevés, en cumulé en tout cas. Ici, on regarde les bénéfices nets cumulés. On a fait 9 milliards de pertes sur la période. Oui, mais sur la période, on a fait 5 milliards de free cash flow. Et cette différence-là, c'est surtout ce qu'on retrouve ici, Other Non-Cash Items, c'est quasiment 16 milliards de Other Non-Cash Items, et ça, c'est principalement les paiements en actions. Et donc, ça va impacter le bénéfice net, mais c'est pas une dépense cash. Le seul impact que ça a, c'est une dilution, on va le voir par la suite, mais ça n'impacte pas les free cash flow. Donc, on a des free cash flow qui sont positifs. Donc, en réalité, l'entreprise est profitable depuis mars 2022, en cumulé. Donc, on peut regarder ça même en free cash flow margin, si on se met ici. Le free cash flow margin est passé en positif à partir de, ici, mars 2021. Donc voilà. Alors, on va continuer. Est-ce que l'entreprise est rentable opérationnellement? Donc évidemment, elle a atteint la rentabilité que depuis quelques années. Ça, c'est une métrique qui se base... alors je ne sais pas comment Kawifin la calcule, mais est-ce qu'elle prend en compte le paiement en action ou pas dans le résultat NOPAT, c'est-à-dire Net Operating Profit After Taxes. On est sur peut-être quelque chose qui prend en compte le paiement en action. On peut peut-être regarder également le Return on Equity. Toujours est-il qu'on est sur les deux métriques, on est entre, donc pour le Return on Equity, en plus il n'y a pas de dette, on va le voir après, on est sur quelque chose qui fait du 12,5. Donc c'est pas suffisant pour financer autofinancer la croissance, mais l'entreprise a du cash, donc là pour la financer. Et en plus cette rentabilité va, à mon avis, continuer à augmenter assez fortement sur les prochaines années, vu qu'on a atteint la profitabilité, et qu'on a finalement pas besoin de beaucoup de capital pour développer du logiciel et gagner des parts de marché et améliorer la rentabilité. Donc ce qu'on voit ici, c'est typique d'une startup, on augmente la rentabilité tranquillement, petit à petit. Est-ce que l'entreprise est endettée? Je vous ai spoilé, mais l'entreprise est cash net. Et ça, c'est très bien parce que ça génère aussi des intérêts, vu qu'on est sur une période où les taux sont élevés, surtout aux États-Unis. Donc là, en cumulé, on a presque 1 milliard de bénéfices financiers, de gains financiers sur les intérêts et les placements et autres placements financiers. Donc ça, c'est très bon. Ça augmente le stock de cash. Et puis ce cash, on peut l'utiliser pour financer la croissance si besoin, ou peut-être plus tard faire des acquisitions, ou peut-être après rémunérer l'actionnaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va regarder s'il y a la rémunération de l'actionnaire. Ici, on nous indique que la métrique n'est pas disponible. Eh bien, ça veut dire qu'on ne verse pas de dividendes, mais c'est normal, une startup comme Palantir ne verse pas de dividendes à ce stade de maturité, ou encore en forte croissance. Les free cash flow ne font qu'augmenter, ça c'est bien. Ouais, on va regarder ce qui se passe par contre en termes de dilution, et ça c'est important pour ce type de société, puisque on paye les ingénieurs en actions, mais du coup on dilue les actionnaires, et ça c'est un peu moins bon. Donc si on se met ici sur le nombre d'actions, on voit que ça a quand même fortement augmenté sur la période, c'est bien normal. Et là par contre, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc je pense qu'on va continuer à rémunérer les ingénieurs en actions directement, ou peut-être en stock options. Peut-être que ce rythme va ralentir par la suite. Peut-être que l'entreprise va racheter ses actions, mais ça, il faudrait que la valorisation soit appropriée, et c'est peut-être pas le cas actuellement. On va regarder ça tout de suite. Mais avant, on regarde le rendement de l'actionnaire, il est pour l'instant négatif. Donc l'actionnaire, pour l'instant, de Palantir, il gagne de l'argent que avec en vendant son action avec des plus-values. Pour l'instant, il n'y a pas de cash qui lui est rendu. Qu'en est-il de la valorisation? Donc on a vu qu'il valait mieux utiliser les free cash flow puisque les bénéfices nets ne représentent pas la profitabilité réelle de l'entreprise, et on va plutôt, comme il n'y a pas de dette, on va se mettre en price to free cash flow. Et là, attention les yeux, on est sur une médiane de 88, et sur la valeur en instantané disponible, on est à 156. Donc on paye 156 fois les free cash flow au prix actuel. Et là, impossible de dire si c'est sous-évalué ou surévalué, parce qu'en fait, tout dépend de la croissance. Là, on n'a pas de projection de free cash flow sur Coifin, donc les analystes n'en mettent pas. Donc, est-ce que ces free cash flow vont doubler l'année prochaine dans ce cas-là, ou est-ce qu'ils vont tripler même dans ce cas-là, ou même quadrupler dans ce cas-là? On se paye pas cher au prix actuel, mais impossible de prévoir les free cash flow. Donc, ça va être la conclusion du dossier Palantir Technologies. C'est pour les investisseurs avertis, parce que là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas de retour actionnaire. On paye l'entreprise à un multiple exorbitant. Donc si on se trompe sur le point d'entrée, on va rester très longtemps avec une moins-value, peut-être que 15 ans, 20 ans.
si on est spécialiste de ce genre de dossier et qu'on arrive à prévoir la croissance, moi c'est pas mon cas, mais si on arrive à prévoir la croissance, peut-être qu'on peut se dire, mais en fait, les free cash flow à 12 mois, ils seront 10 fois ceux de cette année, donc en fait, on est sous-évalué. Donc si vous êtes capable de modéliser les free cash flow d'une telle boîte, et voir que c'est sous-évalué, pourquoi pas. Moi, pour ma part, je passe mon tour sur ce genre de dossier, qui est trop risqué à mon sens. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.